Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à l'entraînement de musculation à haute fréquence. Salut Fabrice. Salut Rudy. En effet, comme on vous l'avait annoncé il y a quelques podcasts, nous avons repris activement les forums Superphysique en main et participons donc régulièrement chaque jour. Et on a eu un débat sur la fréquence d'entraînement idéale et notamment sur l'intérêt de l'entraînement à haute fréquence pour les pratiquants naturels de musculation. Et on s'est dit qu'un petit podcast sur le sujet, afin de voir d'où cela venait, les avantages, les inconvénients, à qui ça pouvait convenir, à qui ça ne pouvait pas convenir, etc., serait intéressant, étant donné que ça revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Oui, alors déjà on peut peut-être dire un peu de ce que nous on préconise en gros sur Superphysique d'une manière générale. Donc ce qu'on dit c'est que celui qui débute, il peut s'entraîner 3 fois par semaine tout le corps en variant les exercices. Comme ça, il apprend les mouvements et comme il n'est pas très fort, de toute façon, il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer aussi bien musculairement que articulairement. Donc il peut entraîner tout le corps 3 fois par semaine. Après, quand on passe au niveau intermédiaire, donc il y a deux possibilités. Soit on a une séance A, une séance B qu'on va alterner sur 3 jours dans la semaine, ce qui fait que des fois on fera une des séances une fois dans la semaine et des fois on en fera une autre deux. Donc du coup on a une fréquence un petit peu plus réduite. Parce que le pratiquant intermédiaire, il a besoin de faire plus d'exercices pour chaque muscle au sein d'une séance. Il a besoin d'un peu plus de temps pour récupérer, aussi bien musculairement que articulairement. Donc on diminue la fréquence et on augmente un peu le volume d'entraînement. Et après, le pratiquant confirmé, ou même intermédiaire, des fois il peut aussi se mettre sur cette fréquence-là, il va grosso modo entraîner chaque muscle une fois par semaine, sur 3 ou 4 jours. Parce qu'on s'est aperçu que pour le pratiquant naturel, c'était la fréquence souvent optimum, ça lui permettait de récupérer musculairement et articulairement, et que même si on travaillait chaque muscle une fois par semaine, il y avait un certain recoupement, par exemple celui qui fait, mettons pectoraux le lundi et triceps le vendredi, dans l'entraînement de triceps, il peut avoir des dips ou des développés couchés serrés, donc du coup il y a un recouvrement avec le développé couché qu'il avait fait le lundi. Et donc finalement, même si chaque muscle est a priori travaillé qu'une fois par semaine, en réalité la fréquence est un peu plus élevée. Et donc voilà, grosso modo, je pense que c'est ce qu'on préconise sur Superphysique, c'est ça Rudy ? Oui, c'est ça. En fait, on commence par un full body, puis on passe en half body, et enfin en split, comme on dit dans le milieu. Et c'est à peu près nos recommandations. Il y a d'ailleurs plusieurs exemples de programmes sur Superphysique. On vous mettra des liens comme d'habitude en bas du podcast. Mais voilà, c'est ce qu'on préconise. Et je voulais faire un bref rappel sur comment s'est apparu un peu cet entraînement à haute fréquence. Il y a presque 15 ans, alors j'ai ressorti le bouquin, mais je crois que j'ai pas la date d'édition dessus, qui s'appelait Octobre 98. 96. J'ai 96. Ah, ça l'édition d'avant, ok. Ah, j'ai l'édition d'avant en fait, alors ok. Donc j'ai ressorti un livre qui s'appelait Big au-delà du possible, qui était très populaire donc au début des années 2000, notamment sur les forums Smart Weight Training, l'ancien Superphysique. Et il avait été écrit par Tom Platz, un champion de culturisme, peut-être que vous connaissez, qui avait des cuisses énormes, et Léo Costa, qui était plus un marketeur dopé en plus, plutôt qu'un mec qui s'entraînait vraiment en musculation. Et donc ils ont sorti ce livre-là en prenant pour exemple en fait les haltérophiles, en partant du postulat que les haltérophiles s'entraînaient tous les jours, faisaient du squat tous les jours, soulevaient terre tous les jours, etc. Et avaient malgré tout entre guillemets de grosses cuisses, un gros dos, des grosses épaules, etc. Et que ça allait à l'encontre de l'entraînement qui était habituellement préconisé. En effet, si on analyse l'évolution de l'entraînement au sein de la culture physique, on peut s'apercevoir que pendant un moment, les old-timers, c'est-à-dire les personnes qui s'entraînaient dans les années 50, 60, etc., comme Steve Reeves ou Reg Park, etc., s'entraînaient soit en full body, soit en half body. On entraînait chacun de ses muscles 2 à 3 fois par semaine, que d'exercices polyarticulaires, etc. Et à un moment, il y a une sorte d'extrême qui est arrivé, mais au départ, il n'était pas extrême, c'était Mike Menzer.
Donc Mike Menzer avec son Heavy Duty, et lui est parti du postulat en fait que la plupart des pratiquants de musculation en faisaient trop, étaient surentraînés, et qu'il fallait diminuer la fréquence d'entraînement pour chaque muscle et le volume d'entraînement. Et augmenter évidemment l'intensité, c'est-à-dire mettre plus lourd, forcer un peu plus à chaque série. Et à partir de là, beaucoup en fait alors qu'ils stagnaient, ont recommencé à progresser. Donc on est loin de ce qui est devenu le heavy duty à la fin avec la consolidation routine à 2 exercices par semaine. Mais c'était par exemple, au lieu de faire 20 séries pour les pectoraux avec 5 à 6 exercices sans queue ni tête, c'était de faire que 10 séries, 3 exercices et 3 à 4 séries par exercice. Donc on en était là. Mais, toutefois, l'entraînement des haltérophiles est toujours resté un peu mystérieux. On s'est toujours dit, mais comment ils font alors qu'on s'était aperçu que pour la plupart des individus, on faire aux alentours de 10 à 12 séries, voilà, est à peu près l'optimal. Comment les haltérophiles font pour récupérer à chaque fois, pour prendre du muscle. Et donc, on s'est dit, comment ça se fait que eux n'ont pas eu vraiment de révolution dans l'entraînement, alors que nous, du point de vue culturiste, on a eu une sorte de révolution. Et c'est comme ça qu'est réapparu sur le devant de la scène, donc le livre Big au-delà du possible, qui est très bien écrit. Fabrice, tu l'as aussi, je crois. Oui, j'ai vu. Et c'est vrai que quand on lit le livre, on a l'impression que tout ce qu'on faisait avant est pourri. Et qu'ils ont inventé une nouvelle méthode d'entraînement révolutionnaire. Donc, début d'année 2000, ça a été une sorte de mode sur les forums Superphysique. Vous pouvez taper sur les forums, on mettra un lien, Big au-delà du possible, et vous verrez de nombreux topics, de nombreux sujets qui avaient été ouverts sur ce sujet-là. Et on s'est dit, on va tester, etc. Ce truc-là, parce que c'est vrai que quand on lit le livre et qu'on n'y connaît pas grand-chose, on parlait pas encore de morpho-anatomie à l'époque, on n'avait pas encore les connaissances physiologiques qu'on a aujourd'hui. On se dit, plus on en fait, mieux c'est. On y croyait, on se disait, en fait, le corps va s'adapter. C'est un peu comme la méthode Conan qu'il y a sur ton site, Fabrice. C'est, on dit, on en fait, et puis le corps va bien s'adapter, va devenir de plus en plus fort, de plus en plus musclé. Il va devenir sa fonction. Dans le bouquin, ils disent, le corps devient sa fonction. Et ils prennent l'exemple d'un haltérophile qui, sans échauffement, met une barre à 2,65 au squat, l'a fait, et puis le lendemain fait sa compète tranquille, quoi. Mais rappelle un peu quand même ce qu'il y a dans le livre, dans ce livre, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc je crois qu'il fallait s'entraîner 3 fois par semaine tout le corps, mais en variant les plages de répétition ou quelque chose comme ça. Alors, ça fait longtemps. Je vais prendre. Alors il y a plusieurs programmes. Donc il y a un programme sur 4 jours, un sur 6 jours et un sur 6 jours, 2 fois par jour. Donc je vais le reprendre. Parce que, alors, il est où ce petit programme? Donc voilà, donc, par exemple, vous êtes en première semaine. Première semaine, vous démarrez. Donc la rampe numéro 1, s'ils appellent la phase d'hyperzone. Bon, l'hyperzone. Donc le jour 1, vous faites 3 séries pour le dos, 3 séries pour les pectoraux, 3 séries pour les biceps, 3 séries pour les mollets, entre 13 et 15 répétitions par série avec 2 minutes de récupération. Sachant que vous sélectionnez un seul exercice par muscle et que vous allez le répéter après dans la semaine comme vous allez le voir. Le deuxième jour, on fait les deltoïdes, les triceps, les cuisses et les abdominaux. Toujours 3 séries par exercice, 2 minutes de récupération et 13 à 15 répétitions. Enfin, le troisième jour. Et c'est là que ça devient un peu plus anormal, entre guillemets, un peu plus bizarre. On fait le dos, les pectoraux, les cuisses, les deltoïdes, les mollets, les biceps et les triceps. Donc une sorte de full body. 3 séries par exercice, 2 minutes de récupération. Et ce coup-ci, 10 à 12 répétitions. Donc au lieu de 13 à 15, on est à 10 à 12 répétitions. Pour ce que ça change, hein. Pourquoi pas. Et enfin, le quatrième jour, on fait dans l'ordre cuisses, pecs, dos, deltoïdes, mollets, triceps, biceps, avec 2 minutes de récupération. Et ce coup-ci, on fait 8 à 10 répétitions, au lieu de 10 à 12 et de 13 à 15 en début de semaine. Donc ça, c'est pour la première semaine. Et donc, il est expliqué dans le livre que ça, c'est le programme pour les gens sur 4 jours qui ne sont pas extrêmement motivés. Si on veut vraiment devenir culturiste professionnel, donc, si on veut vraiment optimiser son entraînement et vraiment progresser, il faut s'entraîner 2 fois par jour. Donc, j'ai par exemple le programme sur 6 jours, 2 fois par jour. Donc on va juste rigoler un petit peu. Le premier entraînement de la journée, en semaine 1, est 10 séries pour le dos, 10 séries pour les mollets. Le deuxième entraînement, c'est 10 séries pour les pectoraux, 10 séries pour les biceps. Donc toujours avec 13 à 15 répétitions, donc en début de semaine. Et en fait, on va faire le dos à la fin tous les jours.
faire 10 séries pour le dos tous les jours. Et les cuisses, c'est un peu moins. Les cuisses, c'est que 3 fois dans la semaine. Voilà. Est-ce qu'il varie les exercices, il varie légèrement les plages de répétition, mais l'idée c'est d'en faire beaucoup tous les jours. Voilà, il varie. Ça reste quand même assez léger, notamment dans les premiers niveaux où on va être entre 8 et 15 répétitions, donc 13 à 15, 10 à 12 et 8 à 10, c'est leur fourchette de répétition. Les exercices au début, on garde les mêmes et le temps de récupération va varier parfois de 30 secondes. Au lieu de 2 minutes, on va prendre 1 minute 30. Donc j'ai mis un exemple parce que j'ai écrit un article, parce qu'hier ça me chauffait un petit peu. Directement sur mon site, je mettrai un lien où j'ai mis un exemple de programme qui pourrait correspondre à ce qu'il préconise. Mais par exemple, on voit que sur la sélection des exercices, pour en finir avec ce bouquin un peu loufoque, ils disent que voilà, ils sélectionnent l'exercice selon l'activité neuromusculaire, donc suivant l'EMG dont on a parlé la semaine dernière, et on en arrive à de drôles de conclusions. Pour eux, par exemple, faire des exercices comme les dips, c'est beaucoup plus efficace pour les pectoraux que de faire du développé couché ou du développé couché avec haltère ou même du développé décliné, sans aucune considération morpho-anatomique, sans savoir pourquoi vous êtes fait ou ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Voilà. On en arrive à des programmes un peu particuliers. Et ce livre, je sais qu'il y a quelques temps, il y a des gens qui m'avaient écrit, plusieurs personnes, pour essayer de se le procurer, parce qu'on peut plus se le procurer. Et j'étais donc content de le retrouver. Le programme développeur de masse le plus efficace de tous les temps. Oui, sur Amazon, il est à $136 d'occasion et à $905 en neuf, parce qu'il ne doit plus être édité, vu qu'il a dû pas avoir le succès attendu, et donc du coup maintenant on peut l'avoir que dans l'édition passée. Et d'ailleurs Tom Platz s'est jamais entraîné comme ça, évidemment. Non, mais justement, c'est ça qui est drôle, c'est que dans ce livre, encore une fois, il y a un moment où Tom Platz parle de son entraînement a priori, et lui ne s'entraîne pas du tout comme ça, il explique que lui il est au niveau 4. C'est pour ça, il y a 1, 2, 3, 4, lui il est au niveau 4, c'est l'entraînement du bodybuilder instinctif par excellence, et que lui il sent quand il a récupéré, et donc des fois il a besoin de 10 jours entre 2 séances de cuisses, il s'entraîne régulièrement chaque muscle une fois par semaine, etc. On est très loin en fait des préconisations du début du programme, qui d'ailleurs prévient que c'est normal si on perd de la force le premier mois. Mais alors, c'est assez rigolo. Donc là, c'est le livre sur l'hyperfréquence, et à côté de ça, donc t'avais le Heavy Duty de Mike Menzer, qui lui était complètement à l'autre spectre, qui disait que tout le monde était surentraîné, qu'il fallait donc laisser beaucoup de temps de repos aux muscles, parce que c'était pendant la phase de repos qu'ils grossissaient, et donc il fallait faire des séances très intenses, très peu fréquentes, et c'était la meilleure façon de prendre du muscle rapidement. Donc chacun avait un positionnement marketing différent, parce que c'est ça en fait, c'est du positionnement marketing. Et puis et Mike Menzer est moins revenu sur le devant de la scène. Et c'est plus l'hyperfréquence qui revient à la mode. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à croire qu'en faisant 10 séries pour les pectoraux de manière directe, pour aller avec ce que tu avais dit en début de podcast, on a du mal à croire que ça suffise. Mais encore une fois, c'est parce qu'on pense séance par séance, et non comme les séances faisant partie d'un tout et se succédant. Donc on se dit, il faut qu'à chaque séance, puis plus j'en fais, mieux c'est. C'est vrai que quand on est débutant et c'est normal qu'on n'y connaît pas grand chose au début, on a tendance à penser ça. Mais c'est vrai que Mike Menzer, le problème c'est que Mike Menzer est allé beaucoup trop loin. Son idée de départ était bonne, celle qui est dans le guide pratique numéro 5 de Jean Texier, quand il est interviewé, était très bonne, de dire il faut 10 à 12 séries en moyenne, etc. Sauf qu'à la fin, on a bien vu, et tu avais écrit d'ailleurs pas mal d'articles là-dessus, sur Smart Weight Training, qu'à la fin, ça donnait n'importe quoi. À la fin, tu faisais une série de soulevés de terre par semaine et une série de développés militaires par semaine. C'était le programme de consolidation. Il était tellement surentraîné qu'il n'arrivait plus à récupérer du surentraînement. Voilà, là, on était vraiment sur un truc. Et d'ailleurs, on avait Vincent à l'époque sur le forum. J'en reparlais avec Nico, que j'ai interviewé, un interview qui va apparaître prochainement. Et Vincent, Nicolas Delporte de la team Superphysique. Et Vincent à l'époque faisait ça, et il faisait toujours ça. Moi, quand je l'ai rencontré à l'époque, donc Vincent c'était le théoricien du forum à l'époque. Il faisait vraiment un maxi de soulevé de terre, il faisait une série de 1 au soulevé de terre et une série de développé militaire, et était convaincu que ça allait marcher, quoi. Et on l'a vu dépérir au fil des années, quoi. On l'a vu complètement dépérir. Malgré tout, l'hyperfréquence, là on en rigole, etc. Mais ça a quand même de nombreux avantages, je trouve. Le premier, comme tu l'as dit, c'est qu'à force de répéter les exercices, etc. régulièrement,
on s'améliore techniquement. On perd moins d'énergie à les faire, on améliore ce qu'on appelle en fait son recrutement moteur. On apprend. Il y a d'ailleurs un très bon livre sur ce sujet qui s'appelle l'apprentissage moteur, et c'est le cas dans la plupart des sports. Plus on va répéter un geste, et moins il va demander d'efforts, plus il va s'automatiser, et mieux ça va être pour pouvoir notamment utiliser ses muscles. C'est ce qui explique que lorsqu'on débute l'entraînement, on prend rapidement de la force, c'est que nerveux, et que lorsqu'on arrête l'entraînement, par exemple pour 1 semaine ou 2 semaines, et qu'on reprend, on a perdu un petit peu, c'est encore une fois nerveux, mais ça revient assez rapidement, normalement. Et c'est ce qui explique aussi que les haltérophiles s'entraînent avec une fréquence plus élevée parce que eux, ils veulent être bons sur 2 mouvements, donc ils ont besoin de pratiquer ces mouvements fréquemment dans la semaine, surtout que c'est des mouvements extrêmement techniques, il faut les jeter à l'arraché, donc il y a un apprentissage important et sans doute perfectible tout au long du temps. Et donc voilà pourquoi eux s'entraînent plus fréquemment également. D'ailleurs, tu avais fait de l'haltérophilie à un moment, je me souviens. Oui. J'en avais fait. Bon, ça n'a pas été très brillant, mais effectivement, du coup, je m'étais renseigné sur le sujet, puis j'ai vu un peu comment les gens s'entraînaient à la salle. Donc, souvent, les haltérophiles vont faire 2 à 3 fois par semaine du squat, par exemple, mais déjà, ils vont pas à l'échec. Évidemment, ils forcent pas à chaque séance. Au contraire, il y a des cycles, donc il y a des séances qui sont faciles. Ils montent pas trop dans les répétitions. Et donc du coup, ça tire pas trop entre guillemets sur le muscle parce qu'ils vont faire des séries relativement courtes, mais pas à l'échec. Donc on est, je sais pas comment expliquer, tu sauras peut-être le dire mieux que moi. On est plus dans un genre d'apprentissage moteur ou de recrutement nerveux que de fatigue musculaire en fait. Oui, c'est ça. Et puis en même temps, comme l'entraînement, il y a beaucoup de vitesse, parce que l'haltérophilie, c'est de la puissance à l'état pur, on peut dire. Le travail musculaire est beaucoup moindre, et donc en théorie l'entraînement est moins traumatisant. En théorie seulement, parce que bon, pour les articulations c'est un autre sujet. D'ailleurs, je crois que tu t'étais fait mal à l'épaule à l'haltérophilie. Oui. Je pense qu'à l'époque, je savais pas ce que c'était, mais je pense que j'ai dû faire une petite déchirure de l'infra-épineux, justement, au cours d'un arraché. À l'époque, je m'étais pas bien échauffé. En fait, le gros problème, c'est quand je me suis mis à l'haltérophilie, j'avais déjà fait un petit peu de musculation avant. Enfin, je faisais déjà de la musculation avant, et donc j'avais certaines perfs au squat et au développé militaire. Et du coup, quand je me suis mis à faire de l'arraché, j'ai pas voulu prendre le temps d'apprendre la technique et j'ai voulu tout de suite essayer de faire le plus lourd que je pouvais, entre guillemets, et de capitaliser sur la masse musculaire que j'avais déjà. Et c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait, je me suis fait mal très rapidement à l'arraché. Et après, ça m'a pourri toute l'année. Mais voilà, en fait, j'ai voulu être trop rapide et pas prendre le temps d'apprendre la technique. Ah, satané ego quand même. Non mais la fréquence élevée, c'est intéressant parce que également ça évite en fait de se disperser. C'est vrai que quand tu fais, là par exemple 3 fois par semaine du squat, tu sais voilà c'est squat et t'as pas à te dire voilà il faut que je fasse du squat, de la presse à cuisse, des fentes etc. Donc forcément tu fais que 1 ou 2 exercices par muscle entre guillemets. Et ça t'évite la dispersion parce que c'est vrai que beaucoup de personnes s'entraînent un peu au hasard. J'en parlais encore ce matin avec un de mes élèves qui est en vacances cette semaine, Cédric. Salut Cédric, je sais que tu m'écoutes. Et c'est vrai que la plupart des gens font des exercices sans savoir pourquoi. Donc là, ça fait quand même éviter de faire des exercices à la con, puisqu'on se concentre en général, lorsqu'on s'entraîne fréquemment, sur les exercices les plus efficaces, du moins de manière générale. Également, il y a quelque chose qui peut être intéressant avec l'entraînement à haute fréquence, c'est que sur le court terme, en tout cas, on peut assister à des gains de force assez rapides. Je me souviens que tu avais fait à un moment le cycle russe de squat et que tu avais eu des bons progrès justement avec ça. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consistait ? Oui, alors, donc il y a un article sur le site Superphysique, donc c'est un cycle russe qui est disponible, qui a été disponible sur un espèce de booklet qui date de 1976 et puis qui s'est popularisé par la suite. Et il a eu un intérêt parce qu'à l'époque c'était rare qu'en fait les entraîneurs russes d'haltérophilie donnent entre guillemets leurs trucs et astuces. Et donc du coup,
Il a été popularisé jusque dans les années 2000. Bref, et donc le cycle, je vais le donner. Donc mettons pour quelqu'un qui a un maxi à 100 kg, ça consiste à s'entraîner 3 fois par semaine et à faire à chaque fois 6 séries. Mais par contre, les 6 séries ont une intensité et un nombre de répétitions variables, comme je vais le montrer. Donc en semaine 1, le lundi, on va faire 6 séries de 2 à 80 kg. Donc pour un maxi à 100 kg, ça veut dire qu'on n'est pas à fond. Le mercredi, on va faire 6 séries de 3 à 80. Le vendredi, on fait 6 séries de 2 à 80. Et la semaine d'après... Ah non, je ne vais pas expliquer comme ça. Excusez-moi, je recommence. En gros, non, sinon on va rien comprendre. En gros, il s'agit d'alterner une séance, on va dire facile, avec une séance plus difficile. Et la difficulté de la séance plus difficile va augmenter petit à petit. La séance facile, c'est toujours 6 séries de 2 à 80 kg. Et la séance difficile, on commence par 6 séries de 3 à 80 kg, puis 6 séries de 4 à 80 kg, 6 séries de 5 à 80 kg, 6 séries de 6 à 80 kg. La 6 séries de 5 à 80, elle est difficile. La 6 séries de 6 à 80, elle est franchement difficile. Après, on passe à 5 séries de 5 à 85. Donc, comme on augmente le poids, on va réduire le nombre de séries et le nombre de répétitions. Ensuite, on fait 4 séries de 4 à 90, 3 séries de 3 à 95, 2 séries de 2 à 100 kg. Donc, si le maxi de départ était 100 kg, donc là, on est capable de faire 2 séries de 2 répétitions avec le maxi qu'on avait auparavant. Et finalement, on termine avec un maxi à 105. Et donc on s'entraîne 3 fois par semaine avec une séance lourde, grosso modo chaque semaine, et puis les séances dites légères où on travaille à 80 kg. Bref, et donc ce cycle-là, je l'ai fait vraiment de nombreuses fois, et ça a bien fonctionné sur moi. Notamment, je pense, parce que j'ai un certain gabarit pour le squat qui permettait que je récupère bien que je sois sans dopage, alors que je pense que les haltérophiles qui utilisaient ce cycle-là, ils étaient sous dopage. Et en fait, ça marche parce que l'intensité est variable à chaque séance d'entraînement, même si on en fait 3 fois dans la semaine, l'intensité est variable. Et puis, d'autre part, c'est plutôt bien dosé. En fait, on reste par exemple, donc il y a une séance, c'est 5 séries de 5 à 85 kg. C'est pas non plus monstrueux, c'est cohérent quoi comme séance. C'est pas un 20 séries de 5 ou un truc à la Léo Costa, ça a du sens. Et donc voilà, ce cycle-là, c'était très bien. Il avait quand même un inconvénient, c'est que du coup, comme il faut prendre au moins 3 minutes de pause entre les séries, 6 séries de squat, plus les séries d'échauffement, et déjà ça me prenait 40 minutes à peu près. Et donc du coup, le reste de la séance que je faisais après le squat, j'avais pas trop de pêche. Et du coup, tout le reste de mon entraînement en pâtissait, quoi. Donc c'était surtout pour progresser au squat et me faire plaisir, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup cet exercice. Mais en fait, on peut pas faire ça sur tous les mouvements parce que c'est pas possible. Donc, C'est là où je voulais en venir quand on parle des inconvénients justement de l'entraînement à haute fréquence, c'est que l'un des problèmes justement quand on fait de la haute fréquence, c'est qu'on peut pas accorder autant d'attention à chaque mouvement, à chaque muscle que l'on va travailler, que l'on souhaite développer. C'est forcément une histoire de priorité et c'est pourquoi, encore une fois, le cycle russe, c'est un cycle sur le court terme, je crois 6 semaines de mémoire. C'est ça. Et qu'après, il recommandait pas de recommencer tout de suite en fait. Il y avait une sorte de période latente où on s'entraînait plus normalement, du moins pour des haltérophiles, avant de recommencer. Et moi, je le vois notamment en force athlétique, où on le voyait également en cours quand on passait le BE, c'est que là, hors saison, des haltérophiles ou des pratiquants de force athlétique, c'est un entraînement plus classique, comme on recommande sur Superphysique, destiné à accroître la masse musculaire, à corriger les déséquilibres. Parce que lorsqu'on fait du squat 3 fois par semaine, il faut en être conscient, quand on fait de la force athlétique toute l'année en se concentrant sur les principaux mouvements de compétition, forcément on va avoir des équilibres, et là hors saison, et là justement pour s'entraîner plus à la manière Superphysique si on peut dire, pour éviter les blessures, du moins essayer de faire de la prévention, travailler l'ensemble de ses muscles, etc. Si on fait de l'hyperfréquence tout le temps, à un moment on ne peut finir que blessé. Et c'est pourquoi hors saison normalement, car hors saison, je parle pour les pratiquants de force athlétique, mais même pour les haltérophiles ou pour ceux qui font des petits cycles comme ça, rapides de temps en temps, il ne faut pas faire ça à longueur d'année, sinon à un moment, les progrès s'arrêtent et les risques de blessures sont accrus. Voilà, parce que déjà, comme on peut pas multiplier les exercices, parce que sinon ça prendrait trop de temps, puis de toute façon on n'a pas l'énergie pour, et donc on va travailler ces muscles, et on va faire que des mouvements sous les mêmes angles, et donc à la fin on a plein de points faibles.
Et donc du coup, ben, ça favorise la blessure en fait quand on travaille toujours sur les mêmes angles avec toujours les mêmes exercices. C'est Bah non, mais ça c'est intéressant de dire parce qu'on en a parlé également dans des précédents podcasts, mais on aurait tort de penser qu'un exercice polyarticulaire, comme il travaille plusieurs muscles, va développer aussi bien tous les muscles qui travaillent durant le mouvement. On le sait, il y a toujours un muscle qui prend l'ascendant. Et donc, pour la plupart des individus, ça va être les quadriceps ou les fessiers. Et donc, si on ne fait pas d'ischio de manière isolée pour essayer de compenser, pour essayer d'avoir un bon équilibre de force au niveau du genou, bah progressivement, c'est sûr qu'il va y avoir un petit problème. Mais oui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tu sais que ce cycle-là, il marchait tellement bien sur moi au squat que je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas au coucher Ah bah voilà, en fait. j'allais te poser la question. Je me suis dit, pourquoi je le ferais pas au coucher comme ça, enfin j'aurais un bon développé couché, tu vois. Et alors? Et ben ça marche pas du tout. En fait, ouais non, comme au développé couché, je prends beaucoup dans l'épaule. Et ben j'arrivais pas à récupérer, même si donc il y avait un cycle, hein, comme je l'ai expliqué. C'était pas suffisant pour récupérer. J'étais incapable de tenir le cycle en fait. Dès la semaine 2 ou 3, j'échouais à réaliser ce qui était prévu. Donc ça marchait pas chez moi. Et je pense peut-être qu'au soulevé de terre, probablement ça marcherait pas non plus parce que c'est trop exigeant pour le bas du dos. Le bas du dos au soulevé de terre a besoin de plus de récupération que 3 fois par semaine. Il faut voir que le squat, c'est un peu particulier, mais quand on gère bien son cycle, j'ai l'impression que c'est un exo qu'on peut faire plus fréquemment que par exemple le développé couché ou le soulevé de terre. Je sais pas si Bah, c'est ton ressenti, mais... bah, je pense que c'est parce que tu es beaucoup moins fait pour le soulever de terre et pour le développer couché. Moi, je vois des personnes, des individus justement. Tu vois, moi par exemple, du développé couché, bah, je pourrais presque en faire tous les jours si je m'échauffe bien, etc. Voilà, bon, je pourrais pas en faire lourd tous les jours, mais alors que le squat, bah, tu vois, contrairement à toi, ça me fait des courbatures un peu mauvaises, etc. Et là, je pourrais peut-être pas en faire 3 fois par semaine, en tout cas, moins facilement que toi. Hmm. Tu vois, je pense que c'est encore une fois un illustre cas d'analyse morpho-anatomique qui montre que quand on est fait pour quelque chose, bah c'est plus facile de le faire régulièrement. C'est ça. Bon, il y a un autre inconvénient, moi que je trouve justement à l'entraînement à haute fréquence quand on le fait sur le moyen et long terme, c'est qu'on va s'immuniser. L'immunisation, rapidement, à la base, on dit que c'est un problème nerveux, c'est qu'en fait, à force de répéter un mouvement, notre circuit nerveux, le chemin que notre influx nerveux va emprunter pour recruter les muscles qui vont être mis en jeu durant le mouvement, eh bien, vont se désensibiliser en quelque sorte, et donc vont moins répondre. Et en quelque sorte, on va stagner, voire régresser sur cet exercice-là, on va moins bien le sentir, avoir moins bonne sensation. Donc ça, c'est un phénomène qui est normalement nerveux. Mais ça peut également toucher nos muscles. On le sait, que plus on va répéter un geste, et moins on va avoir de courbatures grâce à ce mouvement. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est comme certains suppléments, j'aime bien prendre l'exemple de la caféine ou d'un booster par exemple. Plus vous prenez d'un booster, et plus vous devez monter les doses pour ressentir quelque chose. Par exemple, si vous prenez un café avec une cuillère à café, donc je suis un bon exemple parce que je bois pas mal de café, avant d'aller m'entraîner justement, avant de faire également mes newsletters, et donc, si je prends une cuillère à café tous les jours, ben à un moment ça fait plus d'effet. Je suis obligé de passer à 2 cuillères, etc. Puis à 3 cuillères. Et en fait, c'est sans fin. Et là, c'est un peu la même chose avec l'immunisation musculaire. Si on parle dans une optique de prise de muscle, eh bien, si on fait 3-4 fois par semaine le même exercice, le même mouvement, on sollicite le même muscle, à un moment, on va avoir moins de courbatures, voire pas du tout, même si les courbatures ne sont pas un exact reflet en fonction des différents types de courbatures qu'on a. Je mettrai un article pour vous expliquer tout ça sous le podcast. Mais en fait, on va plus réagir. Il n'y aura plus de raison que notre corps s'adapte parce qu'il sera immunisé à l'exercice d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire. On est désensibilisé en quelque sorte. Et ça, c'est un concept que très peu de personnes, dont très peu de personnes parlent. C'est de garder une certaine sensibilité à l'effort. Et c'est pourquoi je crois que la haute fréquence, pour l'haltérophile ou pour le powerlifter, c'est très intéressant, notamment proche des compétitions, mais que pour le pratiquant qui souhaite, qui est vraiment dans une optique de prise de muscle et qui est naturel, je pense qu'on se désensibilise à l'effort et qu'on progresse donc moins bien. Encore une fois, il faut comprendre que l'augmentation de la tension mécanique, c'est-à-dire l'augmentation des charges, c'est bien, que celle-ci doit être corrélée à un certain stress métabolique. On vous renvoie au podcast sur les 3 facteurs de l'hypertrophie qu'on avait fait il y a un petit moment, mais qui résume beaucoup les choses, mais qu'il faut également que les muscles subissent des dégâts
pour qu'ils aient quelque chose à réparer, en quelque sorte, qu'on perturbe notre homéostasie, l'équilibre de notre corps. Et si, en fait, on devient, comme disait le livre, le corps devient sa fonction, on devient le développé couché, le développé couché, le développé couché, à un moment, en fait, on est immunisé complet, on n'est plus du tout sensible à ça, on est obligé de prendre 10 cuillères à café, de café, et donc plus rien ne va. Alors attends que je comprenne bien, donc là ce que tu dis c'est que quelqu'un qui ferait du développé couché très fréquemment, on va dire 3 fois par semaine, en essayant de forcer assez souvent sur ses séances, au bout d'un moment il sera incapable d'augmenter ses charges parce que son organisme réagira plus au stress de l'entraînement du développé couché tellement il sera accoutumé à celui-ci. Voilà, C'est ce que donc tu veux d'un dire. point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire, je pense qu'il y a une fréquence optimale, et c'est celle qu'on préconise sur Superphysique, que tu as rappelé en début de ce podcast, qui permet, parce que le muscle c'est un peu désensibilisé en quelque sorte, à récupérer, c'est un peu désensibilisé, mais n'est pas dans une phase où on va perdre du muscle. Il faut, encore une fois, 3 à 4 semaines d'arrêt avant de commencer à perdre véritablement du muscle. Ce qu'on perd en premier, c'est des réserves énergétiques, mais qui reviennent rapidement quand on reprend. Qu'est-ce que je voulais dire? Je perds mes mots. Mais effectivement, je pense que si tu fais du développé couché 3 fois par semaine, et ça veut dire que tu négliges les autres exercices, etc., pour les pectoraux, donc pour moi, il n'y a pas assez de stress métabolique. Il y a juste une accentuation de la tension mécanique, et celle-ci, sans stress métabolique associé et sans une fréquence optimisée pour que nos muscles réagissent encore, en fait, va s'avérer inutile et même contre-productif pour la prise de muscle. Peut-être pas pour la prise de force, mais en tout cas pour la prise de muscle, je pense qu'on va en arriver là. Et alors par contre, il y a peut-être une façon d'augmenter sa fréquence d'entraînement, mais un peu plus intelligente. Donc ce serait d'entraîner par exemple les pectoraux 3 fois par semaine et de faire le lundi du développé couché, le mercredi par exemple du développé incliné haltère, et le vendredi des dips. Comme ça, là tu évites la désensibilisation. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Et du coup, tu t'entraînes relativement fréquemment si c'est ce que tu souhaites, et avec un peu de chance, ça peut marcher. En gros, tu as juste éclaté la séance que tu aurais fait en une seule fois, en 3 fois dans la semaine. Voilà, ça c'est l'un des arguments de ceux qui recommandent l'entraînement à haute fréquence, c'est de dire qu'en fait, on fait le même volume d'entraînement sur 3 séances ou sur plus que ce qu'on ferait en une séance. Mais je pense encore une fois que pour la plupart des individus, le stress métabolique n'est pas assez important, même si on met souvent l'accent, on le dit souvent, les charges qu'on utilise sont très importantes pour chaque individu parce qu'elles sont un reflet proportionnel à son développement musculaire. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut congestionner, il faut que ça brûle, entre guillemets, il faut réunir tous les facteurs qui font que la séance va être productive pour nos muscles, que les séances vont pouvoir s'additionner. Si on se concentre exclusivement sur la tension mécanique, sans aucune congestion, aucune brûlure, ou presque pas, je pense que les gains musculaires sont très limités, et on voit d'ailleurs, ça se rapproche après pratiquement d'un entraînement de force athlétique, de powerlifting, et on voit bien que lorsqu'on fait finalement peu de volume à chaque séance, il y a moins de gains musculaires. Tu l'as dit en début de ce podcast, quand on fait du full body et qu'on débute, on fait un exercice par muscle, et après on se rend compte qu'on a besoin de plus de volume par muscle. Donc là, ça c'est à ne pas négliger. Je pense qu'il y a un volume optimal. Donc j'ai même fait un tableau Superphysique dans le tome 3 de la méthode Superphysique en réfléchissant à ce qui pourrait être le volume optimal. Mais si on n'a pas ce volume optimal, du moins si on n'est pas dans la bonne fourchette, je pense qu'en fait les gains musculaires sont également très limités. Je sais pas si... Moi j'ai déjà fait ces tests-là. Je sais pas si tu as déjà fait ces tests-là personnellement. J'ai déjà essayé de faire du full body 3 fois dans la semaine, soit avec les mêmes exercices, soit en variant les exercices. Et le problème déjà c'est que assez rapidement j'ai des douleurs articulaires et tendineuses parce que tout simplement les épaules récupèrent pas si je les exerce aussi fréquemment que ça par exemple, même au niveau des chevilles. Donc déjà je peux même pas dire que je finis par avoir un progrès musculaire ou physique parce que j'ai déjà mal partout. Donc, Non, mais ça je suis assez d'accord. Moi quand j'avais testé justement Big au-delà du possible, il y avait un retour sur le forum, j'en avais parlé, j'avais des douleurs un peu tendineuses, etc. Et dans l'exemple que tu prenais, même si je variais les exercices, en fait, si tu fais, je reprends ton exemple, développé couché le jour 1, donc assez lourd, puis tu fais développé incliné haltère 2 jours après, lourd, et puis des dips, etc., il y a les épaules ou les coudes à un moment qui vont forcément en pâtir.
dans l'exemple du cycle russe, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, par semaine, il y avait 2 séances ou une séance facile de mémoire et une séance qui devenait dure au bout de 3 à 4 semaines. Voilà, c'est ça. Donc il y avait déjà les 2 premières semaines, c'était un peu du deload, comme on dit. C'était en dessous de tes capacités de toutes les façons. Alors que là, dans une optique de prise de muscle, tu fais chaque exercice suivant tes cycles de progression, donc avec des séries plutôt moyennes, entre 6 et 20 répétitions suivant les exercices. Et donc à chaque fois, en fait, tu atteins tes muscles, entre guillemets, et donc tu forces, et donc tes articulations, forcément, en prennent un coup. Forcément, tu peux pas tenir. Et c'est pourquoi, je voulais vous dire un petit mot également là-dessus. On a pris l'exemple des haltérophiles tout à l'heure, qui s'entraînent à haute fréquence, etc., qui ont une masse musculaire énorme en proportion. Mais je pense que tout ça, il faut encore avoir en tête ce qu'on a appelé la méthode Conan, le principe du survivant, la méthode chinoise, et également l'implication du dopage là-dedans, parce que tout le monde ne peut pas soutenir, c'est que ces gens-là, ce sont des survivants, ce sont les personnes les plus douées qui existent, ces personnes-là. Et qu'à côté, encore une fois, il y a des centaines, des milliers de personnes qui n'ont pas tenu cet entraînement-là, qui se sont blessées, qui ont peut-être arrêté de s'entraîner, qui ne sont donc pas devenues sportives de haut niveau, parce qu'elles ne pouvaient pas encaisser cet entraînement de champion. Souvent, on a tendance à vouloir copier l'entraînement des meilleurs, sauf que les meilleurs sont les meilleurs parce qu'ils sont plus doués, en fait, pas parce que forcément ils s'entraînent mieux. Et c'est pourquoi, avec Superphysique, on est un peu le reflet de ça. Moi, j'ai tendance à dire que je suis spécialisé pour les personnes qui ne sont pas les plus douées, qui font partie, en fait, qui sont l'individu moyen, tout simplement, qui ne sont pas spécialement doués pour la musculation, qui ont chacun plus ou moins de potentiel, mais qui ne réagissent pas à la méthode chinoise, sinon ils ne seraient pas avec nous à nous écouter, ou à participer à Superphysique, ou à m'écrire pour du coaching, etc. C'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il ne faut pas prendre exemple sur les survivants, sur les Conan, parce que là, on ne sait pas exactement... on peut pas tenir, en fait. Si on tenait, on serait pas là en train de discuter, etc. Tu parlais des douleurs articulaires, également. Il faut comprendre que chaque personne également a sa solidité. Tout le monde ne va pas à faire du squat 3 fois par semaine toute l'année. C'est sûr que beaucoup vont se faire mal au dos, aux genoux. On pourrait dire oui, mais c'est la technique, c'est ceci, etc. Et t'es trop vite, nanana. Il ne reste pas moins vrai que plus on va s'entraîner et plus on va s'user rapidement. Alors quand on est jeune, effectivement, je me rappelle mes 20 ans et même avant, on est invincible, on s'entraîne tout le temps, tout va bien, nickel. Et puis plus on vieillit, plus on se rend compte qu'en fait, effectivement, plus on en fait, et plus on sent que finalement ça fait pas du bien et qu'il y a encore une fois un juste équilibre à trouver. Et cet équilibre, c'est celui-là qu'on a donné encore une fois en début de podcast, qui va être entre 1 et 2 fois par semaine au niveau de la fréquence d'entraînement de chaque muscle. Et c'est vrai que on pourrait dire que c'est pas beau de vieillir, mais malheureusement on peut pas y faire grand-chose. Mais même les champions, en plus, ils peuvent se blesser. Moi, j'avais lu une biographie d'un rugbyman anglais, et donc j'ai oublié le nom, mais peu importe. Et donc, il disait que lui, il aimait bien se rajouter des séances d'entraînement de rugby. Par exemple, de tirer dans le ballon pendant 1h30 pour travailler son tir après ses séances d'entraînement normales. Et donc, c'était vraiment un acharné. Et en fait, petit à petit, il s'est blessé de partout. Donc après, il a réussi à récupérer et à retrouver une partie de sa forme, mais il se blessait plus que les autres. Et en fait, donc il raconte dans son livre qu'il a discuté avec d'autres personnes rugbyman et que les types lui ont dit mais tu es fou en fait, c'est parce que tu en fais trop et même si peut-être que tu vas t'améliorer techniquement, de toute façon, ton corps ne suivra pas, tu vas faire que de te blesser. Et donc le type dit qu'après, il a dû mentalement se réfréner parce qu'il se sentait coupable de pas refaire plus d'entraînement que les autres, mais simplement son corps suivait pas, tu vois, ça lui abîmait le genou de tirer je sais pas combien de fois dans ce ballon, tout ça. C'est l'autobiographie de Johnny Wilkinson, si jamais. Ah c'est ça, mais c'est vrai que tu es expert en autobiographie. Oui, j'en lis beaucoup, et là je viens d'attaquer celle d'Andrés Iniesta, comme j'ai dit sur mon Twitter, que j'ai acheté parce qu'il y avait une super phrase qui m'a convaincu, alors que je suis pas trop foot. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que également, dans la vidéo, je crois que c'est featuring, quand j'ai été interviewé, l'ancien capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, qui avait presque 40 ans, donc Laurent Meunier, et il disait justement à un moment dans la vidéo, qui est retrouvable sur YouTube, il disait
qu'à un moment il a senti que son corps suivait plus en fait. En fait, il en était à un point en fait où il devait se ménager et en fait où il s'améliorait plus attends, je perds mes mots. Tactiquement. Pardon, excusez-moi. Et que c'est ça qui lui permettait de maintenir, de garder son niveau actuel parce que physiquement, il n'arrivait plus à tenir, il avait des petites douleurs, des petits trucs, etc. Et donc, il n'avait pas trop le choix en fait que de ralentir un petit peu ses entraînements physiques pour se concentrer sur l'aspect tactique. Voilà, donc même à haut niveau, même ceux qui, entre guillemets, sont déjà doués génétiquement, ils doivent quand même faire attention à leurs articulations et à leurs tendons. Il y a un moment, de toute façon, tous les excès se payent. On a tendance à dire, souvent on rigole avec la nutrition, car à l'époque, quand on faisait beaucoup de vidéos de nutrition, beaucoup de jeunes ne comprenaient pas que, notamment avec la mode de l'IFIM, d'ailleurs j'ai vu un super documentaire qui s'appelle The Sugarland, qui vient de sortir au cinéma. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Je pense que j'en ferai un podcast également sur ma chaîne. Et dedans, justement, tout le monde croit qu'avec l'IFIM, ça n'a pas de conséquences, on peut manger n'importe quoi, etc. Et le documentaire remet encore une fois les choses dans ce contexte, et ce qu'on dit depuis très longtemps, que voilà, tous les excès se payent, et que si on fait les choses qualitativement, c'est beaucoup mieux pour durer, pour progresser sur le moyen terme, pour être en bonne santé, etc. Et là, c'est un peu pareil avec l'hyperfréquence. Sur le papier, on a envie de croire que plus on en fait, mieux c'est, etc. Et c'est vrai que sur le court terme, on peut progresser beaucoup plus vite, on peut faire des bonds en avant, etc. Comme avec le cycle russe, ou même si on a l'habitude de s'entraîner un peu mollement, si ça remotive à avoir plus envie de s'entraîner, à plus se forcer, etc. Mais sur le moyen long terme, c'est des choses qui vont se payer en fait. Je pense que c'est comme si on avait un nombre, c'est une théorie un peu à la con, mais pourquoi pas, que j'ai. C'est comme si on avait un nombre de réparations musculaires, tendineuses et articulaires programmées, chacun avait ça. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive au bout et ça se répare de plus en plus mal, quoi. Et c'est là qu'on commence à avoir des douleurs. C'est le vieillissement. Mais pour chaque personne, c'est un peu individuel. Et pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous êtes sans doute un peu comme nous. C'est-à-dire que si vous en faites trop, vous êtes vite rappelé à l'ordre. Surtout si vous entraînez hyper fréquemment. Voilà, donc là c'était pour la partie articulaire et tendineuse. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que ceux qui font la promotion des fois de l'entraînement à hyper fréquence peuvent être dopés. Et là j'ai un cas d'école sur une vieille discussion qu'il y a eu sur le forum Superphysique à propos d'un haltérophile américain qui s'appelle Pat Mendes. Ah oui, et voilà. Et donc en 2011, Pat Mendes, c'est vraiment un monstre haltérophile américain. Donc il a 21 ans, il fait 130 kilos. Il a un arraché à 207 kg à l'entraînement, un squat à 363 kg sans ceinture à l'entraînement. Et en fait, donc il est entraîné par un type qui s'appelle John Bros. Et en gros, il s'entraîne hyper fréquemment avec des charges extrêmement importantes. Donc il ne cycle pas son entraînement comme on en a parlé tout à l'heure. Et en gros, son leitmotiv qui était sur Facebook, c'était le surentraînement n'existe pas. Vous êtes simplement sous-entraîné. Et donc, tout son entraînement est basé là-dessus, en gros, de supporter les pires charges possibles le plus souvent, et c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Et le fait est qu'effectivement, il est assez monstrueux en 2011 et extrêmement prometteur pour les Jeux Olympiques de 2012. La suite, c'est que les Jeux Olympiques de 2012, il ne les fera pas, parce qu'il est contrôlé positif à l'hormone de croissance, et donc il est banni pour 2 ans. Et il perd 30 kilos. Néanmoins, il reprend et on se dit, il va peut-être faire un carton en 2016. Eh bien non, en 2015, il est à nouveau contrôlé positif pour diverses substances et cette fois-ci, il est banni jusqu'en 2023. Donc le truc, c'est que le type, manifestement, il est hyper doué, tu vois. En plus, il prend des produits et puis voilà, il arrive à un stade élite. Mais le problème, c'est qu'il marketait le truc, enfin, c'est même pas du marketing, mais tu vois, il vendait le fait que le surentraînement, ça n'existait pas et qu'il fallait en faire le plus possible et que c'était parce qu'il en faisait le plus possible qu'il était aussi bon. Mais en fait, voilà, il n'avait pas dit que il prenait aussi des produits dopants. Alors celui qui est naturel puis qui dit je vais m'amuser à tenter des maxi au squat tous les jours comme faisait Pat Mendes, non seulement il va pas progresser mais en plus il va rapidement finir en chaise roulante. Voilà. C'est marrant que tu dis ça parce que dans le livre que je sors avec Julien prochainement, donc la Bible de l'entraînement de la musculation au naturel, je me perds à chaque fois sur le titre, on a une grosse partie justement sur le dopage et on montre que le dopage fait presque tout. Par des études, etc., on montre que
malheureusement, pour ceux qui sont dopés, qui disent on a beaucoup de mérite, etc., que le dopage fait énormément. Donc, il y a également un point intéressant quand les mecs disent le surentraînement n'existe pas. C'est parce qu'ils partent du postulat en fait que plus tu en fais et plus tu améliores tes capacités de récupération, mieux tu vas récupérer, etc. En fait, comme si ton corps n'avait pas de limite en termes de récupération. Et je sais plus quel physiologiste disait ça. Ça a plus de 20 ans, peut-être même plus de 30 ans, même plus. Hein, putain, c'est vrai que on est déjà 2018. Des fois, j'oublie les dates. Et qui disait que justement, en fait, on pouvait augmenter sa force de 300%, mais ses capacités de récupération ne pouvaient augmenter que de 150% en moyenne. Et je suis assez d'accord avec ça. Il y a un moment, et c'est ce qu'on voit avec l'entraînement de musculation, c'est que plus on va progresser, plus on est fort, plus on met lourd, plus on force, et plus on va avoir besoin de récupération, alors que on progresse toujours en force. Et ça montre bien qu'encore une fois, sur le court terme, effectivement, on peut faire le malin à en faire plein, 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 mais à un moment, ça va se payer. Il faut vraiment comprendre que quand on est naturel, il faut, et ça fait un peu vieux de dire ça, mais il faut ménager sa monture, tout simplement. Il faut prendre soin de soi, ne pas être pressé, faire ses petits cycles de progression, prendre son temps. Et en fait, c'est parce que on est dans un monde qui est très pressé, qui veut des résultats plus rapidement, etc. Alors qu'on l'a montré, car ça fait plus de 15 ans qu'on qu'on en discute tous les deux, mais on a bien vu que, encore une fois, c'était la persévérance, la constance, etc. qui faisait la différence, en tout cas à terme. Et que le corps n'allait pas s'adapter, il allait plutôt se désadapter complètement. Et l'exemple de Pat Mendes, je m'en souviens parce qu'à l'époque, c'était un mec qui faisait 300 ou 400 kilos au squat. Hein, était vendu comme le Messi, quoi. Sur sa page Facebook, weakness is a choice. Donc la faiblesse est un choix. C'est ça qui est un peu énervant avec ces gens-là, c'est que en gros t'as l'impression que si tu les imites pas, t'es nul quoi, t'as pas la volonté, mais ils masquent le fait que bon en plus d'être doués génétiquement, ils sont dopés. Après ça enlève rien qu'à l'entraînement, ils devaient se défoncer, ça aucun doute, mais bon. C'est pas la même chose quoi. Ah non, mais non, mais ce n'est pas le même sport. Comme tu verras dans le livre que je te offrirai, bien évidemment, que je te dédicacerai, tu verras, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que souvent, et je pense, encore une fois, c'est parce que c'est une société un peu d'apparence, etc. Mais quel que soit le domaine, de toute façon, le secret reste toujours la personnalisation par rapport à soi. Et non pas de copier le voisin ou le champion, etc. Ça, c'est des trucs qui ne peuvent que mal finir. Je me souviens, j'ai des anecdotes comme ça. Quand je coachais, j'étais encore à Tremblay en France, on était peut-être en 2010, dans ces eaux-là. Il y avait un jeune qui voulait que je le coach. Et donc, j'avais fait son programme, etc. J'avais suivi. Et à un moment, il me dit, j'aimerais progresser plus vite, j'aimerais faire le même programme que toi. Et je dis, mais non, mais je dis, ça sert à rien. Je dis, ça c'est mon programme et tout, ça va pas t'aller, toi. Je dis, continue comme on fait, je te fais tes cycles de progression, ça va aller. Et le mec n'en débordait pas, en fait. Il voulait faire ce que je faisais. Et donc, à la fin, j'ai fini par lui dire, écoute, on arrête le coaching ensemble parce que je dis, ça va rien donner, en fait. Tu comprends pas tout ce que je te dis, donc c'est comme les régimes. Cette hyperfréquence, ça me fait penser également au régime. Des personnes qui veulent maigrir, mais plutôt que de passer par la voie saine qui est de revoir ses habitudes alimentaires, de manger un peu moins, etc., vont se dire je fais un régime soupe aux choux pendant 2 mois pour perdre le maximum de kilos, quoi. C'est le régime super hypocalorique, alors qu'en fait il faut juste être un peu hypocalorique et manger normalement, j'ai envie de dire, ce qui devrait être normal. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la récupération, donc là, tu avais parlé d'un propos théorique, mais on peut même le voir en pratique avec les pratiquants de force athlétique, par exemple. Plus ils deviennent forts au soulevé de terre, plus ils espacent leur séance de soulevé de terre. Alors des fois, ils commencent avec une fois par semaine, mais il me semble qu'il y a des pratiquants de force athlétique qui des fois font un soulevé de terre lourd tous les 10 jours, voire même des fois tous les 14 jours. Oui, mais tout à fait. Mais ça, en fait, c'est. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Marc Vouillot en prof, qui avait sorti un excellent livre qui s'appelle La Force Athlétique, qu'on avait interviewé sur Superphysique, donc qui est vraiment une super interview que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas encore fait. Et qui, justement, lui, en est arrivé à faire sa méthode d'entraînement, en quelque sorte, pour la force athlétique, et qui préconisait, justement, à partir d'un certain niveau, de faire un soulevé de terre lourd tous les 15 jours. Une semaine sur deux, c'était une séance légère, un peu en apparence avec ce qu'il y a dans le cycle russe de squat. Lui, je crois que c'était 3 séries de 5 à 60%. Et sur l'autre séance, donc une semaine après, c'était suivant les pourcentages par rapport aux objectifs. Et pareil, il avait ça pour le développé couché, pour le squat, où là, par contre, le lundi, par exemple, c'était développé couché et squat lourd, et le vendredi, tous les vendredis, donc dans cet exemple de programme, parce qu'il en avait plusieurs, c'est vraiment un très bon livre pour ceux qui font de la force athlétique, et c'était
3 séries de 5 à 60% sur le squat et le développé couché, encore une fois, dans une optique de progression en force, etc. Et ce qui se rapproche pour moi, en tout cas, d'un entraînement compréhensible, logique et intelligent, et non pas d'un entraînement au hasard, parce que souvent, encore une fois, et ce sera ma conclusion, souvent, beaucoup de personnes tombent dans des pièges de mode en se disant bah ouais tiens c'est nouveau, etc. Et comme je te disais avant ce podcast, j'en écoutais un autre hier d'un nutritionniste et qui disait, lui qui est là depuis pratiquement 40 ans, et qui disait qu'il avait remarqué que les modes alimentaires revenaient tous les 10 à 15 ans sur le devant de la scène sous un autre nom. Donc il disait par exemple, on a eu le régime Atkins et puis 15 ans après il y a eu le régime cétogène. Il dit bon bah voilà. Et il dit ça tourne comme ça en boucle sans arrêt avec des nouveaux noms, mais en fait on sait déjà ce qu'il faut faire, mais comme on est dans un monde de plus en plus pressé, qui veut faire de moins en moins d'efforts, etc., qui veut de moins en moins en fait mériter vraiment ses progrès, et ben en exagérant un petit peu, et ben on en est là. On en est à faire des entraînements qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucune logique, qui sont un peu hasard. C'est comme le choix des exercices. Si on ne sait pas les choisir, si on ne fait pas les bons exercices, bah forcément ça va pas aller. Si on fait l'exercice parce que on a vu un tel faire cet exercice-là, et puis qu'on essaye, puis qu'on a des bonnes sensations seulement, mais qu'on réfléchit pas sur le moyen long terme, sur comment on va progresser, etc., bah ça ne sert à rien. Encore une fois, l'entraînement, les séances, les exercices doivent faire partie d'un tout, d'une certaine logique. C'est pas un sprint, mais c'est comme la vie, en fait, j'ai envie de dire, c'est un marathon, en fait. Et c'est ce qui en fait, à nos yeux, quand même, toute la beauté de cette pratique, c'est qu'on peut pas se transformer du jour au lendemain de manière naturelle, et que ce soit n'importe quel domaine, encore une fois, on peut pas réussir du jour au lendemain. Ouais. Et pour le truc, c'est que pour l'histoire de la fréquence, si ça revient aussi sur le devant de la scène, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'études, entre guillemets, scientifiques, qui montrent que quand on entraîne un muscle 3 fois par semaine, il y a une progression plus rapide que quand on le fait qu'une fois. Mais comme on a déjà beaucoup parlé dans des précédents podcasts, il faut se méfier de ces études qui sont très courtes, qui souvent utilisent des personnes soit sédentaires, soit peu entraînées, soit âgées, que les exercices, c'est souvent des exercices sur machine, que ce qui est mesuré, des fois, c'est pas la prise de muscle, c'est la force. Enfin bref, il y a tellement d'aléas qui font que... Ouais, non, mais final... c'est ça le problème, c'est qu'avec les études, elles sont toujours sur le court terme. L'autre problème que je vois régulièrement, c'est que si tu fais une fois n'importe quoi ou 3 fois n'importe quoi, bah ouais, tu progresses mieux avec 3 fois n'importe quoi. Maintenant, c'est ça que je reproche aux études. Si moi on me donne quelqu'un qui s'entraîne, que je coach, et je fais des cycles de progression, je le fais sur, etc., qui s'entraîne une fois par semaine chaque muscle, ou 2 fois, ça va être pratiquement pareil sur le long terme. Ça va être la même chose. Alors ouais, sur 6 semaines, ça va peut-être changer, sur 12 semaines, ça va peut-être changer, mais sur 1 an, ce sera exactement pareil, et peut-être même qu'avec 2 fois, il va progresser moins bien. Il y a un bon test à faire, de toute façon, pour déterminer sa fréquence, c'est que si vous faites chaque exercice ou chaque muscle 2 fois par semaine, un coup, faites le test, sautez une séance pour ce muscle-là. Sautez la séance, et voyez comment vous arrivez en forme à la séance d'après. Si ça ne change rien, bon, c'est que les 2 séances, ça allait. Si vous arrivez, vous avez moins de force, vous sentez moins bien, c'est que les 2 séances, ça vous aide du bien. Donc vraiment continuez les 2 séances. Par contre, si vous arrivez et vous avez plus de force, vous êtes en meilleure forme, c'est que 2 fois par semaine, c'est une fréquence qui est trop élevée pour vous en fait. En fait, c'est des tests très simples, très logiques, auxquels on ne pense pas. Et les études, encore une fois, quand on fait n'importe quoi ou n'importe quoi, c'est pareil en fait. Ça vaut 0 quoi. c'est le comble du comble quoi. Mais c'est vrai que moi, quand je vois des études, j'essaie de regarder un petit peu et je me dis mais dans quel monde vit-on quoi. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien prendre du recul avec les études et que moi, ça fait bien longtemps que j'ai délaissé tout ça pour me concentrer sur ce que je vois chaque jour depuis 12 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je coach, je fais des programmes, des cycles de progression, etc. Et on voit bien, sur Superphysique, c'est ce qu'on a mis, on voit bien ce qui marche pour la majorité. Et c'est plutôt de prendre son temps et puis de pas se blesser surtout. Parce que quand on se blesse, c'est fini. Et malheureusement, c'est une grosse blessure. Et malheureusement, on en voit de plus en plus. J'en ai de plus en plus qui m'écrivent et qui ont des blessures, qui ont des douleurs et qui ne savent plus quoi faire. Donc, Ouais, justement, à un moment donné, quand on a commencé les podcasts, je m'entraînais beaucoup, je faisais beaucoup de cardio en plus des séances de muscu. Je sais pas si tu te souviens, c'était dans les tout premiers podcasts. Oui, tu courais pas mal. Ouais, en fait, donc je faisais 3 séances de muscu par semaine. Donc, un truc que j'aime bien, donc c'est une séance A, une séance B, puis je les alterne un jour sur 2. En fait, avec mon niveau, donc en gros, c'est l'entraînement qu'on préconise pour les gens qui sont intermédiaires.
Et comme moi je suis pas super fort, ça me va bien. Si je fais un muscle qu'une fois par semaine, C'est j'ai un peu tendance à léger. régresser. Voilà, c'est un peu léger, tout à fait. Spécialement les cuisses, même, je finis par angoisser quand je fais qu'une fois par semaine, alors que quand je fais à la fréquence dont on a parlé, ça me correspond bien. Bref, et entre chaque séance de muscu, je faisais du cardio. Donc un coup, je faisais de la course à pied, un coup, je faisais la corde à sauter, des fois du vélo, mais plus rare. Et souvent, je faisais ça, soit course à pied, soit corde à sauter. Mais le fait est que, et ben maintenant je le fais plus en fait, parce que mes chevilles suivent pas. J'ai fini par avoir des petites douleurs à la cheville, et là je suis revenu à du cardio une ou deux fois par semaine, mais pas trois fois parce que sinon j'avais mal tout Non, simplement. mais moi Voilà. je pense qu'il faut varier et aussi donc bon on dérape un peu mais on dérive. Mais je pense qu'il faut varier les activités cardio parce que bah comme tu sais moi je fais pas mal de kayak aussi et j'ai remarqué que aussi je fais mes 3 séances de kayak par semaine donc j'en fais 3. Donc je m'entraîne tous les jours hein, tel un sportif professionnel mais de bas niveau bien évidemment. Et ben j'ai remarqué que à un moment j'étais vraiment crevé quoi, vraiment tu sens que c'est comme un exercice de muscu, plus tu le répètes comme tu disais tout à l'heure hein, et plus en fait ça t'use, plus tu as des douleurs à force de répéter le geste etc. Et en kayak c'est des séances c'est des grosses séances que je fais parce que là je suis en fin de cycle et donc en fait ça me crève. Et donc c'est pourquoi là cette semaine j'ai réduit un petit peu et c'est pour ça que je pense en fait qu'il faut varier et là c'est la question que je me posais justement, est-ce qu'il ne faut pas varier également les activités cardio, du moins quand on n'a pas d'objectif dessus et que c'est pas une priorité. Donc j'en étais à me dire peut-être que je vais peut-être faire que 2 kayaks au lieu de 3 et faire une fois du vélo ou tu vois ou un coup de la natation, tu vois, un truc pour varier, peut-être un truc plus bas du corps plutôt que haut du corps. Et Oui, peut-être que oui, non, c'est mais ça, c'est sûr. Mhm. donc tu vois par exemple aller faire de la natation et puis courir une fois, tu vois, peut-être que dans ce cas-là ça irait. Oui, oui, non, non, dans ce cas-là, ça va, j'ai aussi testé ça. Effectivement, en fait, il faut pas que tu aies trop d'activités à impact dans la semaine. Donc, si tu fais un cardio vélo puis un cardio natation, déjà, c'est sans impact. Donc, après, tu peux rajouter un cardio course à pied, puis normalement, ça doit à peu près passer. Mais dès que tu fais trop d'impact, eh ben, au bout d'un moment, ça va plus. Ou en tout cas, dans mon cas, ça n'allait pas. Et donc, du coup, je fais mon mea culpa parce que quelqu'un qui aurait écouté le premier ou les deux premiers podcasts, il aurait été peut-être enthousiasmé de suivre ce que moi-même je suivais, mais donc du coup je ne le suis plus. Ouais, mais Voilà. ça, c'est le principe aussi. On évolue à force de lire des trucs, de réfléchir, etc. On change, donc forcément, moi aussi, il y a des petits trucs que je change. En ce moment, sur les forums, donc pas les forums super physiques, mais les forums de la formation super physique, on se remet beaucoup en question pour voir quel serait le meilleur programme d'entraînement pour progresser, pour les super physique games, etc. D'ailleurs, à ce sujet, on organise le concours, je viens d'y penser, le concours de Dips ce week-end au Super Physique Gym. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, c'est sur Annecy. Vous pouvez venir participer, venir regarder, venir manger avec nous, etc. C'est bien évidemment ouvert et je serai très content de vous accueillir, de discuter. Vous verrez, il y a plein de personnes qui sont sympas aussi. On a une bonne ambiance et il y aura des cookies. Donc pour ça, il suffit juste de me contacter pour dire que vous souhaitez venir et ce sera encore une fois avec plaisir. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, Fabrice. Oui, on a fait le tour. Je te laisse conclure. Je me laisse conclure. Donc, on vous laisse comme d'habitude avec pas mal de liens sous le podcast. Je voulais juste dire que mon prochain livre papier est actuellement numéro 1, alors qu'il est seulement en pré-vente. Donc, un livre coécrit avec Julien Vénesson, avec qui j'ai animé plus de 100 podcasts sur YouTube. Donc, un livre dédié aux pratiquants naturels, hein, la Bible de la musculation naturelle, bien évidemment. Je vous en donnerai progressivement plus d'informations dans les semaines qui suivent, lorsque j'aurai le sommaire définitif, la maquette définitive, etc. Mais ce sera encore une fois du jamais vu. Ce sera une sorte de condensé de la méthode Superphysique. Et pour les plus intéressés, je sortirai la méthode Superphysique par tome directement sur mon site, où on en est actuellement au tome 3, où là, il y a vraiment toutes les explications, vraiment, vraiment, on ira beaucoup plus loin pour ceux qui veulent tout savoir. Enfin, j'ai regardé avant le podcast. Vous êtes 189. Je sais que vous attendez ce chiffre. Donc vous êtes 189 à avoir laissé un commentaire sur ce podcast. J'ai vu que quelqu'un avait mis une note de 2 étoiles à cause du son de Fabrice dernièrement. Qui s'est plaint de ton son, Fabrice. Mais maintenant que Fabrice a son nouveau micro, le même que moi, je compte sur tous ceux qui n'ont pas laissé encore de commentaires et qui veulent nous rendre service. Parce qu'on y passe du temps. Entre l'article écrit, la relecture de Big au-delà du possible, les participations sur le forum pour réfléchir, plus le podcast, on en est au moins à 6 heures de boulot, facile, sans forcer. Et donc, si vous souhaitez nous rendre service, eh bien,
vous vous mettez sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac, ou directement si vous êtes sur iPhone sur l'application podcast, vous tapez Super Physique Podcast et vous descendez en bas et vous mettez 5 étoiles pour nous encourager. Vous n'hésitez pas à partager ces podcasts aux personnes dont vous pensez que ça pourrait les aider à y voir plus clair, à mieux comprendre la musculation, surtout s'ils sont naturels. S'ils ne sont pas naturels, je ne pense pas que ça les intéresse particulièrement. Et en tout cas, je pense qu'on est bien parti pour atteindre les 200 commentaires. On n'aime pas se contenter, on aime le progrès, donc on compte sur vous pour nous aider, en tout cas ce coup-ci, à progresser là-dessus. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. A plus sur les forums. Salut à tous. Salut.